Depuis l'adoption sous bâillon en 2023 de la loi 15, quelque chose de fondamental a basculé au Québec. Sous couvert d'efficacité, de stabilité et d'intérêt supérieur de l'enfant, l'État s'est donné le droit d'intervenir plus tôt, plus vite et plus largement, tout en affaiblissant des protections essentielles. Les règles de confidentialité ont été assouplies. L'information circule désormais, mais sans obstacle, entre les institutions et sans le consentement des familles. La priorité n'est plus de maintenir l'enfant dans son milieu familial, mais de lui imposer une stabilité décidée par l'administration. La primauté parentale a été reléguée au second plan. Cette loi imposée renforce un système déjà massivement déséquilibré en faveur des institutions. Elle réduit les contre-pouvoirs citoyens, normalise l'intervention préventive et rend la contestation pratiquement impossible. Ce n'est pas une réforme anodine, c'est une accélération. Et dans un système qui retire déjà des enfants à grande échelle, cette accélération fait peser un risque majeur, celui de voir des droits fondamentaux disparaître silencieusement pendant que le discours officiel continue de parler de protection. Mais pourquoi on laisse faire? Pourquoi une société accepte que l'État s'immisce toujours plus profondément dans la cellule familiale alors que cet État arrache des enfants pour les confier à des structures où des agressions sexuelles répétées, des abus de pouvoir et des défaillances graves sont documentés année après année? Pourquoi tolère-t-on que des enfants soient soustraits à leur famille pour être placés dans un système que l'on continue de protéger malgré toutes les erreurs? Parce que à la fin des années 80, quelque chose s'est rompu en nous, dans notre rapport à la famille, à l'autorité, à la protection. La famille a cessé d'être reconnue comme le lieu naturel de protection. Elle est devenue un espace jugé instable, potentiellement dangereux, à surveiller. L'enfant a été progressivement extrait de sa lignée et placé sous la responsabilité directe de l'État. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, plus d'un demi-million d'enfants québécois ont été retirés momentanément ou définitivement de leur milieu familial. Ce chiffre ne raconte pas une série de cas isolés. Il révèle d'un modus operandi. Aussi, au Canada, entre 1830 et 1996, des centaines de milliers d'enfants autochtones ont été retirés de leur famille par l'État. Un génocide culturel mené sous couverture d'éducation, d'assimilation et de protection. Cette violence systémique a ravagé des peuples autochtones et a aussi façonné l'imaginaire collectif québécois en inscrivant une réalité brutale. Lorsque l'État décide que la famille est un problème, il s'autorise à s'emparer des enfants au nom du bien. Il faut aussi rappeler un autre chapitre clé de notre histoire collective, celui des orphan trains. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, des centaines de milliers d'enfants ont été déplacés d'Europe et des États-Unis vers l'Amérique du Nord, y compris le Québec, arrachés à leur milieu, redistribués de famille en famille, utilisés comme main-d'œuvre, rebaptisés, coupés de leur lignée. Pour beaucoup de Québécois, ces enfants ne sont pas une abstraction historique. Ils font partie de notre propre arbre généalogique. Ce phénomène a profondément normalisé le déracinement. Il a inscrit dans les consciences l'idée que déplacer des enfants était une pratique courante, mondiale et légitimée par les institutions. Ce conditionnement a préparé le terrain. Il a rendu acceptable que l'État décide où un enfant doit grandir. Et il faut aussi qu'on soit clair. Ces enfants touchés de loin ou de près par les placements, par les ruptures imposées, ils ont grandi. Ils ne sont pas restés dans les archives. Ils ne sont pas que des statistiques figées dans le passé. C'est nous tous. Il faut comprendre une chose essentielle. Un parent aime son enfant d'une manière que les mots ne savent décrire. C'est un lien viscéral, biologique, instinctif.
Toucher à ce lien, ce n'est pas une simple sanction sociale, c'est une blessure profonde, comparable à une amputation à froid. Arracher un enfant à un parent, c'est arracher une partie de son âme. Et pour l'enfant, la violence est tout aussi extrême. Le parent, ce n'est pas seulement une présence, c'est un repère vital. C'est l'odeur connue, la voix qui rassure, le rythme du cœur, la reconnaissance de soi. Dans un enfant, il y a déjà une part du père et une part de la mère. Arracher l'enfant à ses parents, c'est briser cette continuité intérieure. C'est lui retirer ses racines avant même qu'il ait les mots pour comprendre. Le corps de l'enfant comprend avant l'esprit que quelque chose d'essentiel a disparu. Et cette rupture marque l'identité à jamais. Ce que le système a fait aux enfants d'hier, il l'a inscrit dans des trajectoires de vie entières, dans la difficulté à faire confiance, dans la peur de l'autorité, dans le doute constant envers sa propre légitimité comme parent, comme adulte, comme citoyen. C'est générationnel. Une rupture ne s'arrête pas à une seule enfance. Elle traverse les lignées. Elle modifie la manière d'aimer, de transmettre, de s'attacher, de résister. Quand on parle de déracinement, on ne parle pas d'un événement isolé. On parle d'un héritage, d'un conditionnement transmis inconsciemment de parents à enfants, souvent sans mots. Voilà pourquoi tant de gens sentent un malaise sans réussir à le nommer. Pourquoi la solidarité a disparu? Pourquoi on ne risque plus rien? Quand la famille cesse d'être un pilier pour devenir un risque, quelque chose d'autre se met en place. Les gens cessent de se protéger entre eux. Ils apprennent à se surveiller, à se dénoncer, non pas par malveillance, mais par réflexe de survie. Parce que dans ce système, être du bon côté de l'autorité devient plus sécurisant que de défendre un proche. On cherche à briller aux yeux de l'autorité. On espère intérieurement que sa loyauté sera remarquée. Alors, on se distance. On préfère signaler que soutenir. Mieux vaut montrer qu'on est conforme que risquer d'être associé à quelqu'un de jugé problématique. L'État n'a même plus besoin d'intervenir directement. La population fait le travail à sa place. Ce mécanisme achève ce que le déracinement a commencé. Il empêche la formation de fronts communs. Il empêche la résistance collective. Il transforme les citoyens en individus isolés où l'État devient le seul point de référence. C'est la dernière étape du contrôle, quand on n'a même plus besoin de contraindre parce que la peur et la conformité ont été intégrées de l'intérieur. En déplaçant les enfants, en les retirant méthodiquement, l'État a façonné les adultes. C'est une stratégie d'ingénierie sociale d'une efficacité maximale. Elle évite toute confrontation avec des individus capables de résister en ciblant un stade où la défense n'existe pas encore. L'enfant ne conteste pas, il s'ajuste. Le lien est rompu avant qu'il puisse être nommé. La loyauté déplacée avant qu'elle puisse être choisie. Cette capacité d'adaptation est ensuite requalifiée en résilience. Une résilience exigée, valorisée, instrumentalisée. En intervenant à cet âge, l'État n'a plus besoin d'imposer l'ordre par la force, il le produit. La population adulte qui en résulte apprend à survivre dans un cadre qui l'a blessé, puis à défendre ce cadre. Elle protège le système qui l'a amputé parce qu'elle n'a jamais appris qu'un autre monde était possible. Mes amis, il est temps de briser la chaîne. Maintenant que la blessure est nommée, on peut commencer à nettoyer la plaie et guérir, sans attendre que l'État reconnaisse quoi que ce soit. La guérison doit partir de nous pour que les enfants puissent retrouver leur famille, leur lignée, leur ancrage. Parents, grands-parents, frères, sœurs, famille élargie. C'est ainsi qu'on brise la chaîne, en réparant le lien et en redonnant à la famille sa place fondamentale, celle qui soutient la vie elle-même.